La Squine d'Albert Laberge, chapitre 1. De son grand couteau pointu à manche de bois noir, Urgel Deschamps, assis au haut bout de la table, traça rapidement une croix sur la miche que sa femme, Massot, venait de sortir de la huche. Ayant ainsi marqué du signe de la rédemption le pain du souper, l'homme se mit à le couper par morceaux qu'il empilait devant lui. Son pouce laissait sur chaque tranche une large tache noire. C'était là un aliment massif, lourd comme du sable, au goût sûr et amer. Lorsqu'il eut fini sa besogne, Deschamps ramassa soigneusement dans le creux de sa main les miettes à côté de son assiette et les avala d'un coup de langue. Pour se désaltérer, il prit une terrine de lait posée là tout près et se mit à boire à longs traits, en faisant entendre de la gorge un sonore glouglou. Après avoir remis le vaisseau à sa place, il s'essuya les lèvres du revers de sa main sale et calleuse. Une chandelle posée dans une soucoupe de faïence ébréchée mettait un rayonnement à la figure barbue et fruste de travailleur des champs. L'autre bout de la table était à peine éclairé et le reste de la chambre disparaissait dans une ombre vague. Un grand silence régnait, ce silence triste et froid qui suit les journées de dur labeur. Et Massot allait et venait avec son ventre énorme et son goître, semblable à un battant de cloche qui lui retombait ballant sur la poitrine. Elle parla. « Mon vieux, je crains bien que je vais être malade. »« À soir? »« Je crains que oui. Ça sera peut-être bien mieux d'aller crier le docteur. Je crains que oui. J'irai après manger. » Dans la pièce, où l'ombre écrasait le faible jet de lumière, le silence se fit plus profond, plus lourd. Soudain, un grondement souterrain, ressemblant à un sourd roulement de tonnerre, se fit entendre. C'était un manœuvre, le petit Baptiste, qui venait de basculer dans la cave profonde un tombereau de pommes de terre. L'instant d'après, il entrait dans la cuisine où Deschamps attendait d'un air morne. L'homme de peine, très petit, était d'une laideur grandiose. Une tête énorme et mégacéphale surmontait un tronc très court, paraissait devoir l'écraser de son poids. Ce chef, presque complètement dépourvu de cheveux, ressemblait à une aride butte de sable sur laquelle ne poussaient que quelques brins d'herbe. La Picotte avait outrageusement labouré ses traits, et son teint était celui d'un homme souffrant de la jaunisse. Ajoutons qu'il était borgne. Sa bouche édentée ne laissait voir, lorsqu'il l'ouvrait, que quelques chicots gâtés et noirs comme des souches. Il se nommait Baptiste Bagon, dit le coupeur. En entrant, il jeta dans un coin son vieux chapeau de paille, puis, ayant relevé les manches de sa chemise de coton, se mit à se laver les mains dans un bassin en bois. Pendant qu'il procédait à cette sommaire toilette, la porte s'ouvrit brusquement, et trois bambins, entrant à la course, allèrent s'asseoir côte à côte sur un sofa jaune disposé le long du mur. Bagon s'essuya les mains au rouleau en toile accroché à la cloison et vint se mettre à table. Gourmandement, il examina d'un coup d'œil ce qu'il y avait à manger, et sa figure exprima une profonde déception. Il avait espéré mieux et était cruellement déçu. Les enfants s'approchèrent à leur tour et le repas commença. Deschamps tenait son bol de soupe à la hauteur de sa bouche pour aller plus vite. Comme lui, les autres lapaient rapidement et les cuillères frappèrent bruyamment le fond des assiettes vides. Bagon piqua de sa fourchette un morceau de lard et 2 grosses pommes de terre à la coque, à la mode de Massot, c'est-à-dire non pelées et cuites au canard. À la première bouchée, il fit une vilaine grimace et ses joues eurent des ballonnements grotesques, de brusques et successifs mouvements de droite et de gauche. « Batèche !» hurla-t-il enfin, « c'est chaud !» Il s'était brûlé la bouche. Des larmes lui étaient venues à l'œil et roulaient sur sa face ravagée.
Les petits, amusés, riaient en se poussant du coude. Au dehors, les voitures revenant de porter des charges de grains au village passaient au grand trot, avec un bruit de ferraille et de sabots sur la route dure comme la pierre. Elles s'entendaient de très loin dans la nuit noire et froide et tenaient tard en éveil les chiens qui jappaient au passage. La Saint-Michel, date des paiements, approchait et les fermiers se hâtaient de vendre leurs produits. Granges et hangars se vidaient et l'on ne gardait que juste la semence pour le printemps suivant. Le repas continuait monotone et triste, et chacun mastiquait gravement le pain sûr et amer, lourd comme du sable, que Deschamps avait marqué d'une croix. « Allez donc me créer une tasse d'eau !» dit Bagon en regardant du côté des jeunes. Pas un ne bougea. Alors Bagon se leva lui-même, mais il en fut pour son trouble. Le gobelet résonna sur le fond du seau. Celui-ci était vide. Bagon revint s'asseoir. Il avait soif et était tout rouge, mais plutôt que d'aller au puits, il préférait souffrir. Comme dessert, il alluma sa courte pipe de terre, et une fumée bleue et âcre s'éleva lentement au plafond, traversée de solives équarries. Repus, les enfants regardaient les figures fantastiques que leur imagination leur faisait entrevoir dans le crépi du mur. Ils voyaient là des bêtes monstrueuses, des îles, des rivières, des nuages, des montagnes, des guerriers, des manoirs, des bois, mille autres choses. De temps à autre, Bagon lançait devant lui un jet de salive. Les pieds de Massot, en ses continuels va-et-vient, pesaient plus lourdement, traînaient comme ceux des vieux mendiants à la fin de la journée. Le silence régnait depuis longtemps. « Habillez-vous !» fit tout à coup Deschamps en s'adressant à sa progéniture. « Vous allez aller coucher sur les Lecomte. » Ce fut une stupeur chez les trois bambins qui regardèrent avec ennui du côté de la porte. Charlot, le plus jeune, ne parvenait pas à trouver son chapeau. Sur l'ordre de Deschamps, Bagon alla atteler un cheval à la charrette. Le père et les enfants sortirent alors et se suivant l'un l'autre, se rendirent chez le voisin. Lorsqu'ils revinrent chez eux le lendemain avant midi, les jeunes virent une mare de sang à l'endroit où d'ordinaire on jetait les eaux sales. La mère Lecomte était en train de préparer le dîner. Elle leur apprit qu'ils avaient 2 petites sœurs nouvelles. Enveloppées dans un couvre-pied multicolore fait de centaines de petits carreaux d'indienne, la plupart d'une couleur et d'un dessin différents, les 2 jumelles grimaçaient en geignant auprès de leur mère malade. Après la grand-messe, le dimanche suivant, Deschamps, en attendant la soupe, inscrivit sur la garde de son paroissien, à la suite d'autres notes, la date de naissance de ses 2 filles. La page se lisait comme suit. Joseph Zéphirin Raclor est né le 12 janvier 1846 et a été baptisé le 15 janvier. Joseph Claude Télesphore est né le 10 mars 1847 et a été baptisé le 13 mars. Joseph-Henri Charles est né le 20 mai 1848 et a été baptisé le 23 mai. Marie-Caroline est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre. Marie-Rose Polima est née le 29 septembre 1853 et a été baptisée le 2 octobre.